Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant un chapitre extrêmement court qui est centré sur la combustion et notamment l'énergie qu'on peut en tirer. Donc vous allez voir, ça va aller assez vite, il n'y a pas énormément de choses très compliquées. Voilà, je vous remets comme pour la forme à chaque fois. Alors, il va falloir donner un petit rappel sur les réactions d'oxydoréduction. Donc si vous ne vous rappelez pas trop, puisqu'on l'a fait en début d'année, une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction pendant laquelle il y a un transfert d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Donc l'oxydant, c'est l'espèce qui va être capable de capter un ou plusieurs électrons, alors que le réducteur, lui, va être capable d'en céder. D'accord. Donc voilà, je vous donne l'exemple ici du couple, donc Cu, qui en l'occurrence peut perdre des électrons. Donc comme il peut les céder, le Cu va être le réducteur, et Cu2+, lui, va être capable de choper des électrons. On dit que c'est l'oxydant. D'accord? Donc vous avez là ce qu'on appelle un couple oxydant-réducteur. Donc si Cu2+, qui est l'oxydant, croise le réducteur d'une autre espèce, eh bien ils vont pouvoir réagir ensemble pour faire une réaction d'oxydoréduction. Alors il se trouve que la combustion, que vous connaissez, quand vous faites brûler quelque chose, c'est une combustion, eh bien c'est une réaction d'oxydoréduction. D'accord? C'est une réaction entre un combustible et un comburant. D'accord? Donc pendant cette réaction, le combustible va s'oxyder. Et le comburant, qui est quasiment tout le temps le dioxygène, O2, c'est le comburant, il va être réduit. D'accord. Alors, la plupart du temps, vous avez deux types de combustion. Vous avez ce qu'on appelle les combustions complètes, qui vont produire du CO2, et les combustions incomplètes, qui vont produire du CO. C'est le monoxyde de carbone, un gaz extrêmement dangereux. On en parle de temps en temps des accidents domestiques, d'intoxication au monoxyde de carbone, parce que c'est notamment un des gaz qui est produit quand ça se passe mal par les chaudières, et si ça s'échappe dans les maisons, ben, vous pouvez avoir effectivement ce problème d'intoxication des gens qui y a dedans. D'accord. Et ensuite, ces combustions produisent également de l'eau, sauf pour le charbon qui ne produit que du dioxyde de carbone, parce que le charbon c'est du carbone pur, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres atomes qui viennent, mais voilà, globalement, voilà les produits qui sont formés par cette réaction. Alors on a dû déjà vous parler du triangle du feu, que vous voyez en bas. Ce sont les trois conditions pour que la combustion ait lieu. Il faut donc un combustible, l'objet qui va brûler, un comburant, la substance avec laquelle le combustible va réagir. Donc je vous ai dit, en général, c'est le dioxygène. Et il faut une énergie suffisante. D'accord. On appelle ça l'énergie d'activation. Voilà, elle porte un certain nombre de noms en fonction de qui s'en sait, qui utilise ce terme. Mais globalement, voilà, vous pouvez remarquer que vous prenez une feuille de papier à côté de vous. J'en ai une là, désolé, ma fille en a fait un avion. Euh, le comburant, il y en a, j'ai de l'air autour de moi, donc il y a du dioxygène dedans. Le combustible, je l'ai, la feuille de papier, mais elle ne prend pas feu. Il faut une certaine quantité d'énergie pour démarrer. Mais cette quantité d'énergie, c'est un peu idiot, mais je vais l'amener avec une flamme. Quand vous approchez une flamme, vous allez voir que quand vous approchez de cette flamme, la feuille ne prend pas feu tout de suite, d'accord? Il faut en fait que la flamme amène suffisamment d'énergie en un point précis pour que la combustion démarre, d'accord? C'est notamment ce que plein de gens font quand ils s'amusent à passer leurs mains au-dessus de la flamme, d'accord? En fait, votre main ne prend feu que si elle reçoit suffisamment d'énergie pour prendre feu. Donc quand vous passez votre doigt rapidement dans la flamme, c'est trop rapide. La quantité d'énergie n'est pas suffisante, donc votre doigt ne prend pas feu. Une chance. D'accord? Donc ça, je vous l'ai dit, les combustions complètes produisent du CO2, alors que les combustions incomplètes produisent du monoxyde de carbone. Eh bien, je vous donne par exemple la combustion du méthane, CH4, donc ça vous donne cette réaction chimique-là. Ok. Vous savez que ça produit du dioxyde de carbone et de l'eau, et ensuite vous n'avez plus qu'à, rappelez-vous, rajouter les coefficients pour faire en sorte qu'il y ait le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Là, il se trouve que naturellement, ça s'équilibre, donc très bien. Eh bien, je vous demande de m'écrire les équations des réactions pour le propane et l'éthanol. D'accord. Alors là, je vous donne la combustion incomplète de l'éthanol. On en parlera en classe de quelle est la différence entre la complète et l'incomplète. Donc voilà, là c'est typiquement une réaction dans laquelle vous allez devoir équilibrer parce que vous n'avez pas le bon nombre d'atomes à gauche et à droite. Bon voilà, là je reviens pas forcément sur comment on équilibre une réaction chimique. Si on a le temps, on en refait une ou deux vite fait, mais voilà, on n'ira pas plus loin, d'accord? Alors, nous, ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est quelle est l'énergie qu'on peut tirer d'une combustion, parce que quand vous réfléchissez bien, on vous en a peut-être jamais parlé, mais la plupart des centrales de production d'électricité dans le monde sont basées sur des combustions. On brûle du pétrole, on brûle de la biomasse, on brûle du gaz,
pour faire de l'électricité. Donc ça veut dire qu'on récolte de l'énergie qu'on va utiliser autrement. Bon, eh bien, cette quantité d'énergie, en fait, on peut la calculer. Lorsqu'une réaction chimique libère de l'énergie, on dit qu'elle est exothermique, d'accord? Thermique pour chaleur, exo vers l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'elle émet de la chaleur, de l'énergie vers l'extérieur. Vous verrez, vous avez des réactions chimiques qui nécessitent de l'énergie. Et du coup, quand elles ont lieu, eh bien, ça refroidit. Il y a des réactions, il faudra que je vous en montre, hein, qui absorbent tellement d'énergie qu'elles peuvent geler littéralement. Et on dit dans ce cas-là qu'elles sont endothermiques. Voilà, bref. Alors, cette énergie, hein, qui est transférée au cours d'une combustion, comme le système qui nous intéresse, c'est le mélange que vous avez fait. D'accord? Vous avez votre combustible et votre comburant là, c'est le système. Et comme il va libérer de l'énergie, eh bien la quantité d'énergie là va être négative parce qu'on part du point de vue du système, il perd de l'énergie. Donc le transfert d'énergie, on dit qu'il est négatif parce qu'il est tourné vers l'extérieur. Si elle avait absorbé de l'énergie, cette énergie de Q là transférée serait positive parce qu'il en a absorbé. Mais là, il en perd, donc c'est négatif. D'accord? On peut la calculer de manière différente. Il se trouve que pour les combustibles, hein, on a défini deux grandeurs. Le E-comb que vous avez ici, c'est l'énergie molaire de combustion. C'est quelle est la quantité d'énergie qui va être transférée pendant la combustion d'une mole de combustible. D'accord? Donc si vous voulez calculer l'énergie totale libérée par une combustion, vous avez juste à multiplier par le nombre de moles de combustible qui a réagi. D'accord? Vous avez aussi ce qu'on appelle le pouvoir calorifique. C'est la même chose, c'est l'énergie qui va être, que l'on va réussir à récupérer, hein. Mais cette fois-ci, c'est pendant la combustion d'un kilogramme de combustible. D'accord? C'est juste une question d'unité. D'accord? Le pouvoir calorifique, c'est par kilogramme, alors que l'énergie de combustion, c'est molaire, c'est par mol. D'accord? Donc là, tout dépend des données qu'on vous donne, hein, mais... Alors, il y a une formule, hein, qui relie les deux, hein, c'est la masse molaire. Et il y a un petit moins parce que si vous avez fait attention, là on parle d'énergie transférée alors que pour l'autre on parle d'énergie qu'on peut récupérer. Il y a une petite différence de point de vue, d'où le petit moins d'ailleurs, hein. D'où le fait que voilà, vous avez un petit moins là, bon ça c'est des détails, il faut juste que vous fassiez bien attention quand vous faites l'exercice de est-ce qu'on est en train de parler d'énergie perdue, d'énergie qu'on récupère, enfin, tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Ça on en parlera en classe. Alors, typiquement, comment calculer l'énergie libérée par une combustion? Eh bien, il faut finalement faire la somme des énergies des liaisons qui ont été rompues et lui soustraire la somme des énergies des liaisons qui ont été formées. Alors, je vais vous montrer ça concrètement, d'accord? On va prendre notre temps parce que c'est pas forcément très simple. Et vous allez voir que, bon, au final, vous allez vous en sortir. Voilà globalement comment on le représente, hein, avec un petit diagramme énergétique. Donc là, on va étudier l'équation de la réaction de la combustion du méthane. D'accord? Donc CH4 plus 2O2 qui donne CO2 plus 2H2O. Ok? Bien. Alors, pour ça, il faut tout d'abord, on va imaginer comme si on cassait tout et qu'on reformait tout. Là, tout d'abord, on va devoir tout casser. Donc, on va devoir apporter de l'énergie pour tout casser. Donc, c'est pour ça que vous voyez, hein, on représente, on dit, on imagine, hein, ce système-là à ce niveau d'énergie. On va lui amener de l'énergie pour tout casser. Okay, donc, qu'est-ce qu'il faut casser? Eh bien, il faut casser 4 liaisons carbone-hydrogène et il faut casser 2 fois la double liaison O qui est ici. Et à la fin, vous obtenez le carbone, les 4 hydrogènes et les 4 oxygènes, et non pas 2, il y a une petite faute de frappe, là, il y a bien 4 oxygènes à la fin. Là, vous avez vos atomes séparés. Okay, donc, pour calculer techniquement l'énergie que va apporter la combustion, déjà, il faut prendre en compte combien on a dépensé au début pour casser tout ça. Eh bien là, on a les énergies de liaison. Donc on sait qu'on a dû casser 4 fois la liaison CH, donc il faut faire 4 fois 413 là, plus 2 fois la double liaison O, donc 2 fois celle-là. Donc c'est le calcul que vous avez en dessous là, hein. 4 fois la liaison carbone-hydrogène, plus 2 fois la double liaison oxygène. Ok? Et ensuite, on va former le produit, c'est-à-dire le CO2 et le 2H2O. Pour ça, il faut prendre en compte tout ce qu'on a fabriqué. Donc on a fabriqué 2 molécules d'H2O, donc on a fabriqué 4 fois la liaison oxygène-hydrogène. Donc c'est ce qui est écrit là, 4 fois la liaison oxygène-hydrogène, et 2 fois la liaison carbone-oxygène. Et là, cette fois-ci, elle sait, lorsque les liaisons se forment, en fait, c'est de l'énergie qui est libérée. C'est un petit peu compliqué à vous expliquer, c'est un peu bizarre, hein, mais lorsque les atomes forment des liaisons, il y a de l'énergie qui se libère. Et ils sont beaucoup plus stables sous cette forme-là, hein, et donc lorsque ces liaisons se forment, ça libère de l'énergie.
Je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus, on commence à toucher sur de la physique un peu étrange, hein, mais voilà, globalement. euh, et donc quand vous le calculez, c'est-à-dire que vous, cette fois-ci, à l'énergie qu'il a fallu apporter, eh bien, vous allez soustraire l'énergie qui a été libérée par ces liaisons formées, eh bien, vous obtenez à la fin moins 798 kJ par mol. Moins 798 kJ, ça signifie qu'effectivement, la réaction a bel et bien libéré de l'énergie. Rappelez-vous, le moins signifie que de l'énergie sort du système. Et là, en l'occurrence, une mol de combustion du méthane libère à peu près 800 kJ, ce qui n'est pas rien quand même, c'est une bonne quantité d'énergie. Voilà, j'espère que vous avez compris ça. On le refera en classe, vous inquiétez pas. C'est le choc du premier contact avec ça, mais vous allez voir qu'il n'y a il y a rien de bien méchant. Voilà. Ok? Bon, mais sur ce, moi je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine séance.